L'émission Info.tvc est rendue possible grâce au soutien financier du gouvernement du Canada. Bonjour et bienvenue à cette émission du 19 juin 2026 d'Info.tvc, notre dernière émission de la saison régulière. Donc cette semaine à l'émission, Pascal Bérubé nous fait son bilan de session parlementaire. On fait le tour des activités prévues pour la fête nationale dans la MRC de la Matapédia avec vous. On vous présente aussi la programmation du festival Frolic. Il y a aussi une chronique Bac pour le futur dans laquelle on parle des îlots de tri qui seront disponibles dans plusieurs festivals et événements cet été. Donc, on fait aussi l'agenda culturel de l'été dans lequel, justement, on vous parle, on fait de ces événements culturels qui auront lieu tout au long de l'été. Vu qu'on sera absent, on s'est dit on va faire le tour des festivals, des événements qui auront lieu cet été. Mais tout d'abord, les actualités matapédiennes. C'est maintenant l'heure de vos actualités matapédiennes. La 40e édition de l'Expo agricole de la Matapédia a attiré plus de 3000 visiteurs à Amqui, malgré une météo peu favorable. L'événement proposait une programmation familiale comprenant des expositions animales, mini-fermes, jeux BMX, laser tag, spectacles, danse en ligne et tir de chevaux. Le jugement Holstein a aussi été un moment fort avec 111 inscriptions. L'organisation souligne la participation des exposants, bénévoles, partenaires et familles qui ont contribué au succès de cette édition anniversaire. Le député fédéral de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, Alexis Deschênes, dénonce certaines dispositions du projet de loi C-30 concernant les pesticides. Selon le Bloc québécois, le texte permettait au Conseil des ministres de renverser des décisions de Santé Canada et de réautoriser des produits interdits pour des raisons sanitaires ou environnementales. Le parti estime que ces changements représenteraient un recul important dans l'encadrement des pesticides. Il demande que la science, la santé publique et la protection de l'environnement demeurent au cœur des décisions. La RITMR de la Matapédia et de la Métis relance la brigade verte pour l'été 2026. 3 agentes d'information sillonneront le territoire afin d'aider les citoyens à mieux trier leurs matières résiduelles. Elles effectueront notamment des vérifications visuelles des bacs pour identifier les erreurs fréquentes et laisseront des outils d'information aux citoyens. L'objectif est d'améliorer la qualité du recyclage et du compostage tout en réduisant les déchets envoyés à l'enfouissement. Le parc régional du lac Matapédia obtient l'accréditation Parc, une reconnaissance liée à la qualité, à la sécurité et au développement durable des lieux de plein air. La MRC de la Matapédia souligne que cette accréditation vient confirmer les efforts réalisés pour améliorer l'expérience des usagers, notamment en matière de gestion de risques, de signalisation, d'accueil et de pratiques responsables. Cette reconnaissance s'inscrit dans un projet majeur de mise à niveau du parc, évalué à plus d'1 million de dollars. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable dévoile son plan d'action 2026-2029 pour améliorer la sécurité sur les chantiers routiers. Le plan vise notamment à mieux protéger les travailleurs, dont les signaleurs, et à améliorer la cohabitation avec les usagers de la route. Des projets pilotes et un comité de recherche et d'innovation seront aussi mis en place. Québec rappelle l'importance d'adopter des comportements prudents dans les zones de travaux où les risques demeurent bien réels. Le musée Matamaja a tenu son assemblée générale annuelle le 9 juin dernier à la Maison du Gardien à Cozapiscal. L'organisme y a présenté son rapport annuel 2025, ses états financiers ainsi que les grandes réalisations de la dernière année. Le musée souligne une année marquée par la croissance, le rayonnement et la mise en valeur du patrimoine lié à la pêche au saumon dans la Matapédia. Le conseil d'administration a aussi été renouvelé avec Marie-Laurence Giroux à la présidence. Le député Maxime Blanchet-Jonca a souligné à la Chambre des communes le 50e anniversaire de Culture Bas-Saint-Laurent. Fondé en 1976 sous le nom de Conseil de la culture de l'Est du Québec, l'organisme a été le tout premier conseil de la culture au Québec. Depuis un demi-siècle, il soutient, rassemble et représente les artistes, travailleurs culturels et organismes du milieu. Le député a salué son rôle important dans le rayonnement culturel du Bas-Saint-Laurent. La Direction de la protection de la jeunesse du Bas-Saint-Laurent a traité 3342 signalements en 2025-2026, une hausse de 6,5 %. Un peu moins d'un signalement sur 3 a été retenu pour évaluation. Les principaux motifs demeurent la négligence, les abus physiques et l'exposition à la violence conjugale. La DPJ du Bas-Saint-Laurent a pris en charge la situation de 1134 enfants au cours de l'année. Les directeurs de la protection de la jeunesse rappellent que le bien-être des enfants doit demeurer une priorité collective.
Avec l'arrivée des vacances, la RITMR rappelle que les bonnes habitudes de tri doivent aussi suivre les citoyens en déplacement. Dans son mot vert du mois, l'organisme invite les vacanciers à prévoir bouteilles réutilisables, contenants, vaisselle durable et sacs pour séparer les déchets et les matières recyclables. En camping, à la plage ou sur la route, il est recommandé d'utiliser des bacs disponibles ou de rapporter ces matières lorsqu'aucun service n'est offert. La RITMR rappelle que certains déchets abandonnés dans la nature peuvent prendre des centaines d'années à se décomposer. Maxime Blanchette-Jonca se réjouit d'un assouplissement des règles administratives du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Des organismes affiliés comme certains groupes d'aînés, cercles d'infirmières ou clubs FADOC pourront maintenant utiliser le numéro d'entreprise de leur organisme mère pour présenter une demande. Selon le député, ces exigences représentaient un fardeau inutile pour les bénévoles déjà très impliqués. Le Bloc québécois estime que ce changement facilitera l'accès au financement pour plusieurs organismes en région. La session parlementaire s'est terminée le 12 juin dernier à Québec, à quelques mois des prochaines élections provinciales. Pour faire le point sur les dossiers qui ont marqué les derniers mois, mais aussi tout le mandat, donc les enjeux qui touchent directement la Matapédia et aussi ce qui s'en vient pour la période estivale, on reçoit le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé. Bonjour Pascal. Bonjour Carl. En fait, je devrais plutôt dire Matane-Matapédia métis. Maintenant, en fait, ça va être officiel, je crois, à partir des prochaines élections. Oui, bien, ça, c'est le grand soulagement de la fin de session parlementaire. C'est-à-dire qu'on a sauvé la représentation politique de l'Est du Québec. Donc, la circonscription va demeurer telle qu'elle est, mais elle va inclure à partir de l'automne prochain le nom de métis. Donc, ça va s'appeler Matane-Matapédia métis pour représenter chacun des secteurs. Ce qu'on avait comme crainte, c'est qu'on augmente la taille de la circonscription. Donc, on devait rajouter la Haute-Gaspésie. Et là, on serait tombé à 51 municipalités. Déjà que j'en ai 45, ce qui est le record au Québec. C'est une bonne nouvelle, surtout d'avoir mené cette bataille et de l'avoir remportée. Puis je suis plutôt fier des représentations que j'ai faites qui ont porté fruit. Là, si on avait résumé un peu, la session parlementaire pour commencer, parce que c'est un peu ce qui... Ça a été une session parlementaire quand même assez chargée en émotions. Quel bilan est-ce que tu en fais de cette session-là? Bien, un bilan positif parce que c'est la dernière session parlementaire avant l'élection. J'ai voulu pousser au maximum les dossiers qui étaient en attente dans la Matapédia. Donc, jusqu'à la dernière minute, faire des représentations auprès des ministres concernés pour obtenir des résultats, et ça a fonctionné de façon plutôt spectaculaire dans le cas de Sébec, où on a obtenu le financement et l'échéancier pour le centre communautaire qui avait brûlé il y a quelques années. C'était une grande tristesse pour toute la communauté, d'autant plus que c'était un lieu de rassemblement important. Alors, j'ai eu confirmation auprès de l'ancienne ministre Geneviève Guilbeault aux Affaires municipales, qui m'a confirmé juste avant de quitter qu'elle avait autorisé ce dossier qui était important pour moi et pour la Matapédia. Donc, j'avais cette information. Le nouveau ministre Samuel Poulain a confirmé de façon encore plus officielle qu'on avait cette bonne nouvelle pour Sébec. Alors ça, c'est une des grandes joies de la dernière session parlementaire. Et puis, parfois, c'est pas toujours auprès du gouvernement du Québec qu'on fait des pressions. Je pense, par exemple, à la téléphonie cellulaire. On n'a pas arrêté de suivre le dossier. Il y a des nouvelles tours qui ont été érigées partout dans la Matapédia. Il y avait des questionnements des citoyens. Je les ai recueillis un par un. J'ai fait des représentations auprès de TELUS et ça a augmenté de façon importante. Donc, à terme, on veut que tout le monde soit couvert. Il y a de grandes avancées. C'est pas encore parfait. Mais dès que quelqu'un me dit qu'il n'est pas couvert, je fais suivre l'information à TELUS. Alors, c'est une session aussi au plan national où on a plaidé pour l'éducation, pour la santé, pour les infrastructures, pour notre culture également. Et on a senti que ce gouvernement est à bout de souffle. Il a donné ce qu'il avait à donner. Mais quant à moi et quant à une très forte majorité de Matapédiens, c'est le temps de passer à autre chose. Alors, on prépare l'alternative à la CAQ en élisant et on y travaille un gouvernement du Parti québécois cet automne. Est-ce que vous avez senti qu'il y a des dossiers que l'opposition a vraiment réellement réussi à faire bouger les choses pendant votre mandat? Où le Parti québécois, même s'il était peu nombreux, a vraiment réussi à mettre la pression pour pouvoir faire avancer des dossiers?
très clairement à travers les interventions qu'on a faites, notamment en faveur des PME. On a senti là, qu'il y a un virage. Là. Le gouvernement de la CAQ qui s'attardait beaucoup aux très grandes entreprises de l'extérieur du Québec comme Nordvolt. Là, il a pris un virage en disant on va intervenir d'abord pour les entreprises québécoises. C'était pas prématuré, c'est beaucoup parce qu'on a poussé là-dessus. Et la montée du Parti québécois a fait en sorte de rendre le gouvernement, disons, plus attentif aux dossiers importants pour les citoyens. Donc, c'est clair qu'on a eu un impact. Si ça bouge beaucoup du côté de la CAQ, c'est beaucoup parce qu'on est en tête depuis plus de 2 ans maintenant et que ça a un impact considérable sur l'action gouvernementale. Est-ce qu'à l'inverse, il y a des dossiers qui vous ont laissé sur la fin, disons, à la fin de cette session parlementaire? Bien, évidemment, quand je regarde la situation en éducation, où il y a eu des compressions l'année passée, où il y en a encore qui se profilent au Centre de services scolaires des Monts-et-Marais, ça m'inquiète, des inquiétudes en matière de santé également. Alors, dans les 2 cas, je rencontre les réseaux. Alors, là, on se parle, on est lundi, dans quelques minutes, je vais rencontrer le Centre de services scolaires des Monts-et-Marais pour faire le point sur la situation en éducation, notamment l'avenir des écoles qui sont menacées. Je répète à nouveau que la fermeture d'une école, c'est la dernière des solutions. Il faut regarder tout ce qu'on peut faire pour sauver les écoles dans les municipalités. Pour ce qui est de la santé également, j'ai plaidé auprès du C3S du Bas-Saint-Laurent. Et je vais visiter prochainement là, le centre hospitalier d'Amqui. J'en ai fait la demande de fond en comble pour identifier, là on a toujours des lacunes. Récemment, on a parlé de la qualité de l'air. Mais il y a d'autres enjeux importants dans ce bâtiment et j'entends bien faire une visite complète de l'hôpital très prochainement. Sinon, du côté des bureaux de la Faune qui ont aussi beaucoup fait parler, notamment à Guadapscal, il y en a où ce dossier-là, selon vous? Est-ce que les citoyens devraient encore s'inquiéter de ça? Ben oui, ils devraient s'inquiéter parce qu'on a un immense territoire à couvrir, à protéger pour qu'on puisse bénéficier de la ressource faunique. Et le gouvernement de la CAQ avait l'intention de fermer des bureaux à Causa-Abscal, à Chandler, à Sainte-Anne-des-Monts. Ils ont reculé pour Chandler. Il y a une mobilisation, mais il y a aussi une mobilisation à Causa-Abscal que j'ai menée. J'ai convoqué la presse et les partenaires pour démontrer notre attachement à l'égard de ce bureau qui est le premier au Québec de protection de la faune. Imaginez, il date du 19e siècle. Alors ça, c'est en 1800 là et plus. Donc, c'est une grande tradition, mais encore plus important qu'on ait des agents et agentes de la faune sur le territoire pour prévenir le braconnage. Si on annonce qu'on ferme un bureau, qu'on renouvelle pas les ressources, c'est un message positif uniquement pour les braconniers. Et c'est ce que je veux combattre. Alors, j'ai demandé à l'Assemblée nationale, nommément devant la ministre, qu'elle renouvelle à long terme le bureau de Causa-Abscal. Pour l'instant, ils se contentent de renouveler pour 1 an. On attend la confirmation pour Causa-Abscal. Mais c'est clair que c'est tellement important, la chasse et la pêche chez nous, et je sais qui je représente, là. Je les connais, les Matapédiens. Ça fait partie vraiment là, des priorités de maintenir les actifs, mais surtout d'augmenter la présence en forêt pour que tout le monde puisse bénéficier de la réserve, des réserves fauniques, de la richesse faunique qu'on a pour qu'on puisse en bénéficier, nous, nos invités, puis les gens des prochaines générations aussi. Alors, c'est clair qu'à Causa-Abscal, la mobilisation se poursuit. Donc, les mobilisations dans la Matapédia, elles prennent plein de formes. Parfois, il arrive des événements qu'on ne peut pas prévoir aussi. Puis en tout début de mandat, en mars 2019, on a vécu une tragédie qui a marqué profondément les Matapédiens et les Matapédiennes et qui m'a marqué profondément comme député. Alors, ça a commencé beaucoup comme ça, le mandat, mais j'ai jamais perdu le cap sur les priorités des Matapédiens et Matapédiennes, sur les enjeux qui sont importants pour eux, notamment le coût de la vie, le coût de l'essence, le coût du logement, le coût du panier d'épicerie, et tellement que j'ai posé un geste qui n'a pas été fait souvent dans l'histoire du Québec. Le gouvernement de la CAQ a, et je le dis là, imposé une augmentation de salaire aux députés parce que leurs députés de la CAQ ont demandé une augmentation de salaire, ils leur ont donné. Donc, ils sont arrivés avec un projet de loi qui donnait une augmentation de 30 % aux députés, que nous, on n'avait jamais demandé. Alors, non seulement les députés du Parti québécois ont voté contre cette loi, mais on a refusé l'augmentation de salaire. Alors, de ma poche, pas de l'argent de mon bureau, de mon argent personnel, pendant ce mandat, j'ai redonné 40 000 $ à une œuvre très légitime, qui est celle de la santé.
Alors, par l'entremise des centres d'action bénévole, celui de la Matapédia, celui de la Métis et celui de Matane, les organismes vont aider des gens qui doivent aller se faire soigner à l'extérieur en payant des frais de transport, de repas, d'hébergement, les accompagnateurs. Alors, c'est ma façon de redonner. Tout comme j'ai annoncé une contribution de 5 000 $ pour Danson-Loncourt pour permettre de traiter les gens qui sont aux prises avec le cancer dans notre région. Alors, toujours été très près des gens qui ont de la difficulté. Donc, un dossier qui touche aussi la Matapédia sans que ce soit nécessairement sur notre territoire. Le prolongement de l'autoroute 20 aussi, il y a aussi l'élargissement du tronçon Montjoli-Rimouski qui revient régulièrement dans les discussions régionales. Donc, est-ce que c'est un dossier qui est aussi prioritaire pour, selon vous? Est-ce qu'il faut revoir un peu la façon de penser de transport en région? Le dossier de l'autoroute 20, c'est un enjeu, entre autres, sécuritaire. Il y a eu énormément d'accidents graves et des accidents mortels sur le tronçon entre Montjoli et Bic, notamment, et puis sur le tronçon entre Notre-Dame-des-Neiges, c'est-à-dire près de Trois-Pistoles et Bic. Alors, ça prend un échéancier puis le financement, puis au cours des 8 dernières années, le projet n'a pas avancé suffisamment sur le gouvernement de la CAQ. Donc, nous, on veut prolonger cette autoroute pour des raisons notamment de sécurité. Je suis intervenu à plusieurs reprises. Il y a même eu une jeune femme qui est décédée. Il y a eu un rapport de la coroner dont la recommandation unique est la suivante. Une véritable autoroute, il y a 2 voies qui se croisent pas avec un terre-plein entre les deux. C'est ça, une autoroute. Ce qu'on a entre Bic et Montjoli, c'est une voie de contournement. C'est pas une autoroute. Mais on continue de l'appeler comme ça. Alors, si on est sérieux dans notre région, on va exiger une autoroute comme on a au Saguenay-Lac-Saint-Jean, par exemple. Et là, on va être en affaires. Mais tant que c'est pas fait, je vais continuer de plaider parce que cette route, évidemment, on est nombreux dans la Matapédia et ailleurs à l'utiliser. Moi, le premier, parce que je me rends à Québec très souvent depuis toutes ces années que je suis en politique et avant. Donc, c'est un enjeu de sécurité, protéger notre monde, protéger les membres de notre famille qui viennent nous voir, protéger les touristes également. C'est un enjeu là, prioritaire pour le Bas-Saint-Laurent. Maintenant, du côté, dans le fond, on parlait de l'actualité un peu parce que il y a quand même eu beaucoup de projets de loi qui ont été poussés à la fin de la session parlementaire. Donc, laquelle, dans le fond, qui ont été adoptés ou qui ont été discutés, laquelle, selon vous, risque d'avoir le plus d'impact sur la vie des citoyens? C'est difficile à dire parce qu'on part tout le temps d'intention puis on espère que ça va fonctionner. Par exemple, il y a un projet de loi qu'on appelle Gabi Renault sur... je dirais la protection beaucoup des femmes. Donc, si ces dernières ont des doutes sur un nouveau partenaire, elles peuvent aller chercher de l'information pour savoir si la personne a été incarcérée, si elle a des antécédents judiciaires en matière de violence. C'en est un. Il y en a un également sur les boissons énergétiques. Il y a eu un décès d'un jeune et puis c'était un facteur important. Donc, ces boissons sont interdites au moins de 16 ans. Il y a toutes sortes de projets qui ont une importance haute quand on les vote, puis on espère que ça va fonctionner. Donc, il y en avait 19 en fin de session parlementaire. C'était énorme. Alors, plusieurs ont été adoptés de façon consensuelle. On espère que ça va changer la vie des gens pour le mieux. Maintenant, vous êtes aussi porte-parole en matière d'éducation. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus pour les écoles en ce moment? J'imagine que c'est, justement, on a parlé tantôt, ça va être les fermetures d'écoles, à éviter des fermetures d'écoles. D'abord, c'est toujours la réussite scolaire. Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour s'assurer que les jeunes réussissent? Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour que les enseignants, enseignantes, les professionnels de l'éducation aient le temps suffisant pour assurer la réussite scolaire des jeunes? Est-ce qu'on a des belles infrastructures, de belles écoles? Est-ce qu'on maintient nos écoles dans nos localités? Il y a l'enjeu de la violence à l'école et ça prend toutes sortes de formes. Il y a la violence physique, il y a la violence verbale, la violence psychologique. C'est à la fois entre les enfants, mais entre les enfants et le personnel scolaire, entre parfois des parents et le personnel scolaire. Donc, la violence sur toutes ces formes n'a pas sa place dans le réseau scolaire. Ça, c'est des enjeux qui me préoccupent au plus haut point. En éducation, c'est pour ça aussi que j'ai déposé une pétition l'an dernier, à l'été 2025. En fait, elle a circulé pendant l'été 2025, une des plus signées de l'histoire du Québec. 160 000 pétitionnaires qui demandaient de ne pas couper dans les ressources destinées à la réussite scolaire, les professionnels de l'éducation. Le gouvernement a reculé, mais pas totalement, puis on a eu des compressions.
sur notre territoire, dans la Matapédia, dans la Matanie, dans la Métis. C'est regrettable. Ça fait partie des enjeux que je veux aborder avec la direction du centre de services scolaires. D'ailleurs, chaque fois que je reçois de l'information en matière scolaire, je la reçois et je m'assure là, de faire les suivis là, qui s'imposent. Donc, c'est ça l'éducation. Mais c'est aussi l'éducation des adultes. Ça, c'est important. La formation professionnelle, qu'il faut pas oublier, où on forme des gens dans les métiers, des emplois intéressants, bien payés, utiles. Et c'est aussi l'enseignement supérieur. On a fêté le 30e anniversaire du Centre matapédien d'études collégiales cette année. J'étais à cette grande fête. On a célébré la naissance de cette institution typiquement matapédienne auquel on est très attaché. Mais là, il faut travailler à son avenir, s'assurer qu'on est attractif, que les jeunes de la Matapédia ont envie d'y aller, puis qu'on ait tout ce qu'il faut pour que ce soit un centre vraiment à la hauteur de nos attentes. D'ailleurs, il y a une demande qui a été logée de la part du CEMEC pour améliorer ses infrastructures et je la soutiens. J'ai eu une rencontre avec la direction il y a quelques semaines et ça fait partie du travail que je fais pour doter la Matapédia de tout ce qu'elle a besoin pour réussir. Elle a tout ce qu'il faut pour réussir. Mais ça prend un soutien, notamment dans les infrastructures. J'ai annoncé beaucoup de choses dans les municipalités de la Matapédia au cours du mandat et on a encore plein de projets pour la suite. Maintenant, les élections arrivent à grands pas. Vous serez candidat à nouveau dans notre circonscription. Qu'est-ce qui te motive à solliciter un autre mandat? Ben, la passion pour la Matapédia, la passion pour la Matanie et la Métis, la passion pour ma région, la passion pour l'avenir du Québec. C'est pour ça que je suis au Parti québécois. J'ai des résultats très concrets à présenter aux citoyens, puis aussi quiconque fait affaire avec mon bureau, avec Marc-Olivier Caron de mon bureau, avec moi, c'est que on prend toutes les mesures pour répondre du mieux possible aux citoyens, pour trouver des solutions, pour dénouer les impasses. Alors, notre taux de réussite est très fort. Les gens me voient défendre la Matapédia sur toutes les tribunes. Alors, ils ont une garantie qu'ils ont un député qui est là pour eux. D'ailleurs, chose intéressante, les députés de l'ensemble des formations politiques ont participé à un vote secret en décembre dernier, organisé par le journal La Presse, où ils devaient dire qui était, selon eux, le meilleur député de l'Assemblée nationale. Et je vous dis que sur 125, on n'était que 7 au Parti québécois. On était même 6 à ce moment-là. Et ils ont voté pour moi. J'ai obtenu la première place. Alors, je le dis pas pour me vanter, mais ça fait plaisir quand les élus des autres formations politiques te désignent comme meilleur représentant de sa circonscription. Ça veut dire que eux, de leur regard, ils perçoivent le travail que je fais quand je suis à Québec. Puis aussi, le résultat de la dernière élection en 2022 m'a donné le meilleur résultat au Québec pour un député. Alors, c'est deux indications qui tentent à démontrer que les gens apprécient mon travail. Évidemment, on peut pas faire l'unanimité, mais que les résultats sont là et que le travail est là. Et moi, si je suis un député, si on veut trouver un terme là, qui qualifie mon travail, je dirais que je suis un vaillant. Et je néglige absolument rien, 7 jours sur 7 depuis des années. Je suis député depuis 2012 à Matapédia. Je prends ça avec beaucoup de sérieux et je m'assure que chacun des citoyens qui fait appel à moi est défendu de la meilleure façon possible. Dans Matapédia Métis, ça va être quoi les grands enjeux de la campagne selon toi? Ben, il y a les enjeux nationaux qui, évidemment, prennent beaucoup de place. Alors, la question, c'est est-ce qu'on continue avec le gouvernement actuel ou est-ce qu'on le remplace? Et moi, je pense que le Parti québécois est l'alternative toute désignée pour remplacer la CAQ. À l'échelle locale, les enjeux sont bien connus. Éducation, santé, état des routes, coût de la vie. S'assurer qu'on puisse, dans la Matapédia, réaliser ses rêves, être heureux, accueillir des travailleurs de l'extérieur, accueillir des citoyens de partout dans le monde, avoir ce qu'il faut pour que notre région, qui a un énorme potentiel, puisse aller encore plus loin. Moi, j'en suis convaincu depuis longtemps. On a tout ce qu'il faut, mais je pense qu'on a besoin aussi d'un gouvernement qui pense pour les régions. Et ça, malheureusement, il y a beaucoup de tests qui ont été échoués par la CAQ. Il y a bien des gens qui ont cru dans notre région à la CAQ, mais qui, je pense, sont désabusés et se disent, ils ont donné ce qu'ils avaient à donner, mais maintenant, c'est le temps de faire un changement. Le Parti québécois, excusez-moi, me parle ouvertement de former le prochain gouvernement. Donc, je pense que voyons, je vais tout dire le mot.
sondage. Bon, excusez-moi. Je vais recommencer ma question. On va faire un petit coupage ici, Pascal. Le Parti québécois, le Parti québécois parle ouvertement de former le prochain gouvernement. C'est parce que les sondages l'indiquent que ça va être majoritaire, minoritaire, mais tout porte à croire, si la tendance se maintient, que vous formerez le prochain gouvernement. Est-ce que ça change un peu votre façon de faire la campagne électorale? Non. Bien, évidemment, on sent un soutien important depuis plus de 2 ans. Ça ne garantit rien pour l'élection. C'est loin d'être joué là, pour l'ensemble des formations politiques. Mais je dirais qu'on est davantage observé sur l'équipe, par exemple, qu'on va avoir. Et on a annoncé des candidatures de très haut calibre dans plusieurs régions du Québec. C'est pas terminé. On regarde à l'échelle régionale, par exemple, on est allé recruter un jeune médecin spécialiste dans Rimouski qui s'appelle le Dr Johan Saint-Pierre. Une candidature fantastique. Même chose en Rivière-du-Loup, Témiscouata-les-Basques, dans Gaspé, le retour de Mégane Perry-Melançon. Donc, uniquement à l'échelle régionale, on va avoir une très forte équipe. Puis à l'échelle nationale, une forte équipe aussi, mais des propositions différentes de la CAQ qui, je pense, vont davantage dans le sens de leurs aspirations. Puis un gouvernement nationaliste, indépendantiste, qui va défendre la culture québécoise. Parce que je réalise présentement que c'est dur de faire la distinction entre le Parti libéral du Québec, quant au leadership, et la Coalition Avenir Québec. Vous allez voir que l'offre politique du Parti québécois va être très différente et je pense va plaire pendant la campagne aux citoyens de chez nous et d'ailleurs qui vont regarder qu'est-ce qu'on propose pour l'avenir du Québec. Quels engagements est-ce que vous aimeriez prendre plus spécifiquement pour les citoyens envers la Matapédia? Alors, ça tient en une phrase. Être un bon député. Oui. Je pense alors, que tout le reste, ça base, décline. Tout le reste se décline avec ça, d'être là quand ça compte, de poser les bons gestes, de faire les bonnes batailles, de plaider, d'obtenir des résultats. Imaginez, j'ai obtenu beaucoup de résultats dans l'opposition, quoique dans mon comté, je suis pas dans l'opposition, là, on est premier, mais je pense qu'avec le gouvernement du Parti québécois, la Matapédia en sortira gagnant, j'en suis convaincu. Maintenant, la session est terminée, donc j'imagine que l'été ne sera pas nécessairement tranquille pour autant. Qu'est-ce qui va occuper ton été cet été? Ben, j'ai pas l'habitude de prendre vraiment là, beaucoup de vacances, alors c'est dans ma nature. Je vais être très présent dans la Matapédia. Je suis partenaire de plusieurs événements qui ont lieu cet été. C'est le cas de la Fête des guitares, c'est le cas de Fort Cozap. Je vais être présent dans plusieurs activités estivales. Je continue d'être député, donc les citoyens vont continuer de faire appel à mon bureau et à moi. Donc, on continue de répondre aux attentes et préparer tranquillement la campagne électorale. D'ailleurs, je dirais que le premier événement qui marque le début de la campagne électorale, c'est l'Assemblée d'investiture. C'est là où on va confirmer ma candidature dans Matapédia Métis. Et j'ai choisi la ville d'Amqui. Alors, ça se tient le jeudi 25 juin prochain, de 17 à 19 heures à la microbrasserie La Captive. Que vous soyez membre du Parti québécois ou non, venez faire un tour, vous allez être bien accueillis et vous allez voir toute l'énergie de notre équipe. Si vous avez envie de vous joindre à notre équipe pour la prochaine campagne, vous allez voir qu'on est drôlement bien organisé et enthousiaste et accueillant. Donc, jeudi 25 juin à 17 heures à la microbrasserie La Captive, c'est un événement important dans la vie politique locale et j'invite vos téléspectateurs à y assister. Donc, malgré les résultats qui étaient extrêmement positifs lors de la dernière élection, on ne se repose pas sur nos lauriers puis on travaille fort pour la prochaine élection. Non, c'est pas le style de la maison. Non. C'est pas le style de la maison. Les gens, je pense, se rendent compte que je suis totalement dédié à cette fonction puis elle est très importante pour moi. Je sais que c'est exigeant, je le sais depuis longtemps et j'ai jamais relâché rien depuis que je suis en politique. Super. Ben écoute, on va suivre les prochains mois de très près, vu que ça va être les élections. Donc, on va sûrement se reparler à notre retour, nous, de vacances, pour faire des débats électoraux, des choses comme ça, ou des portraits électoraux. Donc, on va se revoir à ce moment-là. Donc, merci beaucoup, Pascal Bérubé, de nous avoir accordé ce moment, cette entrevue. Ça fait plaisir et merci à la TVC pour son travail exceptionnel tout au long de l'année, pour parler de la Matapédia, pour couvrir les événements importants pour nous. Je pense que c'est apprécié de vos téléspectateurs dont je suis. Super. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
On fait maintenant le tour des activités prévues dans la région pour la Fête nationale du Québec. Plusieurs municipalités de la Matapédia souligneront la Saint-Jean-Baptiste avec des programmations familiales, de la musique, des feux d'artifice et des feux de joie. Donc, on commence tout d'abord à Lac-aux-Saumons. Les festivités auront lieu le 23 juin dès 16h avec des jeux gonflables pour les enfants. Un souper hot dog sera servi à 17h30, suivi du groupe Tire-toi une bûche à 19h. Un tirage moitié-moitié aura aussi lieu en soirée. Du côté de Val-Brillant, la fête se déroulera sur 2 jours au Parc des Bois-Héberges sur la rue des Cèdres. Le 23 juin, il y aura de l'art visuel sur place avec Carole Gay, un souper hamburger et blé d'Inde, de la danse avec Rustique animé par Tracy Saint-Amand, le groupe Les Beaucossiens, puis le trio, groupe à Tom Gagnon en soirée. Un feu de joie est prévu vers 21h30. Le 24 juin, la programmation se poursuivra avec un dîner hot dog, un hommage au drapeau, le duo folklorique Partez d'antan avec Yvan Arsenault et Régis Harvey, ainsi qu'une compétition de fabrication de radeaux à la marina. À Saint-Irène, les activités débuteront le 23 juin en soirée au 362 rue de la Fabrique à l'extérieur avec un chapiteau. Il y aura un chansonnier, Stéphane Cyr, des feux de joie et un hommage au drapeau. Le 24 juin en après-midi, au Parc des Résidents, secteur Val-d'Irène, on retrouvera un dîner hot dog gratuit sur le barbecue, une compétition amicale de volleyball sur plage et un discours patriotique. Saint-Irène soulignera aussi le 75e anniversaire de naissance de Guy Lafleur. À Saint-Léon-le-Grand, la fête commencera dès le 23 juin à 17h avec un souper pizza, une partie de bal molle parents-enfants à 18h, de la musique, de la barbe à papa gratuite et des feux de joie à 21h. Le 24 juin, les activités reprendront dès 11h30 avec un dîner hot dog au profit des fermières. Il y aura aussi le marché nomade, de la musique avec Audrey Turcotte et famille, des jeux gonflables, du laser tag, un canon à mousse, livre en fête aussi sera là, un hommage au drapeau, un discours patriotique et le dévoilement de la murale Guy Lafleur. À Saint-Moïse, les festivités auront lieu les 23 et 24 juin au 15 rue Fraser. Le 23 juin, il y aura une randonnée de 4 roues à 18h, un feu si la température le permet dès 19h, puis le spectacle Hommage aux Cowboys fringants avec le groupe Jab à 20h. Le 24 juin, la journée commencera avec une vente de garage au village, un tournoi de volleyball de plage, un hommage au drapeau, un discours patriotique et plusieurs activités familiales dont des jeux gonflables, un canot à mousse, du maquillage et des jeux familiaux. Du côté de Saint-Tarcisius, les gens sont invités les mardis 23 juin à 18h à la salle des Générations. Au programme hot dog, feux de joie, musique québécoise et feux d'artifice, les gens sont invités à apporter leur boisson et leur bonne humeur. À Amqui, la fête nationale aura lieu le 23 juin au parc Pierre et Maurice Gagné. À 20h, il y aura un discours patriotique et un hommage au drapeau. À 20h15, place au spectacle de musique francophone avec Lomé et sa gang. Puis à 22h, le spectacle hommage 110% Bob Bissonnette sera présenté, suivi d'un feu de joie. L'événement est gratuit et un bar sera sur place. À Cozabscal, les activités se tiendront le 24 juin au parc de la Pointe de midi à 16h. Un après-midi familial est prévu avec jeux gonflables et une chasse au trésor. En soirée, le chansonnier Bruno Thériault montera sur scène à 18h30, suivi de Petits Gros Bisons à 20h. Un discours patriotique est prévu à 21h30, puis un feu d'artifice, suivi d'un feu de joie aura lieu à 22h. L'activité est gratuite avec dons volontaires. Et du côté d'Amqui, la fête du Canada sera soulignée le 1er juillet 2026 au parc Pierre et Maurice Gagné. L'événement est gratuit et proposera des activités pour toute la famille. En journée de 10h30 à 14h30, les familles pourront profiter de jeux gonflables, d'une kermesse arc-en-ciel, d'un canot à mousse et des jeux d'eau. De la nourriture sera aussi disponible sur place. En soirée, la programmation débutera à 20h avec l'expédition, un hommage aux Cowboys fringants. À 21h45, il y aura l'hymne national et les discours, suivis des feux d'artifice par Royal Pyrotechnie à 22h. La soirée se poursuivra ensuite à 22h15 avec le spectacle du groupe Les Cousins. À noter également que même si Saint-Damas n'a pas d'activité prévue directement pour la fête nationale ou la fête du Canada, une journée familiale aura lieu le 27 juin. Plusieurs activités gratuites seront offertes, dont les jeux gonflables, du maquillage pour enfants, un espace 0-5 ans, de la barbe à papa et du popcorn. La journée débutera avec une activité découverte des arbres à 10h, suivie de laser tag, d'un dîner hot dog, de combat d'archers et d'une animation dansante avec Rustique en après-midi. Un tournoi de beach volley 4 contre 4 est aussi prévu dès 9h sur le terrain à côté du bureau municipal.
Un bar sera également sur place. Bref, il y aura plusieurs occasions de célébrer un peu partout dans la Matapédia, que ce soit en famille, entre amis ou entre voisins. Comme toujours, on vous invite à vérifier les détails auprès de votre municipalité avant de vous déplacer, surtout pour les activités qui pourraient dépendre de la météo. Le Festival Frolic sera de retour cet été à Val-Briand pour une nouvelle édition née d'une volonté de dynamiser le milieu et de faire rayonner la municipalité. L'événement s'est rapidement taillé une place dans le calendrier estival de la région grâce à sa programmation musicale et son ambiance festive. Donc, pour nous parler des spectacles, des nouveautés, de l'évolution du festival, nous recevons aujourd'hui Gino Bouchard, impliqué au sein de Loisirs Val-Briand. Bonjour, Gino. Bonjour, Carl. Ça va bien? Ça va bien, toi? Yes. C'est né comment, l'idée du Festival Frolic? Oui, dans le fond, le créateur du festival, comme que je pourrais dire, ça serait M. Normand Perron, oui, alias Poilu. Il aime qu'on l'appelle Poilu. Dans le fond, c'est un résident de Val-Briand qui voulait faire revivre l'époque du Festival des Foins à Val-Briand. OK. Puis, il y avait une préférence aussi pour la musique acadienne. Il aimait bien ce genre d'univers-là. Puis, je l'avais rencontré sur le bord de la rue parce que je venais de commencer à travailler au loisir à Val-Briand. Puis là, il m'en parlait qu'il voulait partir à un festival acadien à Val-Briand. Puis, on était... Moi, tu me parles de festival, d'en partir un en plus, c'est sûr que ça m'intéresse. Puis j'aime le country, j'aime la musique folklorique acadienne aussi. Fait que, dans le fond, Normand, il y avait des amis aussi dans l'univers musical acadien. Fait qu'on s'est alliés avec eux. On a fait la première édition, qui a été une édition vraiment acadienne, on pourrait dire, ouais, au niveau des artistes. Puis après ça, le comité a décidé de se tourner plus vers la musique country et acadienne pour pas qu'on se ferme les portes, tout simplement. Puis aussi, le village de Val-Briand, c'est un village qui est au Québec, qui a des cultures québécoises, qui est très country aussi. Mm-hmm. Fait qu'on est parti de là, puis on a viré all-in dans le country. Ouais. Donc, on peut remarquer aussi qu'il y a quand même le côté acadien a quand même resté un peu quand même. Vous avez une soirée acadienne, on en reparlera pendant le segment programmation. Mais j'aimerais aussi que tu me racontes aussi à quoi ressemble l'évolution un peu du festival. Là. Parce que là, c'est la 3e édition. Oui. Fait que, tu sais, la première, 2e, 3e, là, l'évolution, ça se passe comment? Je te dirais la première édition, c'était le temps de faire le plus d'erreurs possible. On a appris les rudiments du métier parce que je pense que personne d'entre nous avait vraiment créé de festival dans ce temps-là. Par la suite, il y a des gens qui avaient déjà été dans des festivals, qui avaient déjà travaillé dans des festivals qui ont embarqué dans le comité. Mais c'est ça, la première année, ça a été 11 places. On a commencé petit. L'année d'après, on a commencé à construire des planchers de danse, rentrer des jeux gonflables, aller chercher la famille. Justement, la 3e édition, là, on est allé comme un jeudi hommage, un vendredi acadien, un samedi country plus pop. C'est comme si à chaque année, dans le fond, on faisait juste peaufiner l'événement pour le rendre... Tu sais, notre but, c'est pas de devenir immense. Notre but, c'est que ça soit bien rodé, puis que, tu sais, si on est à l'aise, mettons, avec 2000 personnes, on va rester à 2000 personnes. Ouais. Fait que, tu sais, on se concentre pas à grossir, mais on se concentre à être... comment on dit en français? À être droit, là. Ouais. Être tête, on va dire ça. Est-ce que tu sens que la population de Val-Briand s'est appropriée le festival avec le temps? Absolument. Les gens décorent. Justement, cette semaine, on a sorti une publication pour encourager les résidents, puis aussi les rangs, puis toute la municipalité au complet à embarquer. Il y a même des gens de Sébec qui embarquent. Fait que si ça peut se propager dans Matapédia, tant mieux. Ouais. Essayer de faire un genre de mini Saint-Tite un peu. Ouais, ça serait cool. Donc, est-ce que vous êtes à la recherche de bénévoles? Parce que j'imagine que ça prend énormément de bénévoles. Absolument. Je te dirais qu'on a entre 50 et 100 bénévoles pendant le festival. C'est immense. On va toujours en manquer, c'est sûr. Il va y avoir besoin de l'aide sur le stationnement, sur le bord, à l'entrée, pour gérer les artistes. Il y en a limite. C'est montage, démontage. Okay. Puis vous pouvez nous contacter, dans le fond, au loisir avec un S, VBSI. Pour Val-Briand-Saint-Irène, à commercial-mrcmatapédia.québec ou tout simplement vous appelez au 418-742-3212, le poste 1633 qui est à la municipalité de Val-Briand. Vous allez me contacter directement, puis après ça, je vais vous orienter vers vos intérêts.
C'est bon. Maintenant, pour la programmation, parce que le moment que tout le monde attend. Oui. Donc, ça va ressembler à quoi un peu cette année? Oui, ben, comme vous voyez ici, le jeudi, on a un jeudi hommage. Okay. Dans le fond, au départ, on avait un groupe hommage à Chris Stapleton à 19h30, mais finalement, le groupe s'est séparé. Malheureusement, le chanteur est quitté. Le reste du band a continué avec Nash Stanley. C'est un Gaspésien dans la baie des Chaleurs. Eux autres, ils font du country américain. C'est vraiment bon. Ils font des covers aussi. Ils vont aller se promener dans l'Alan Jackson et compagnie. Après ça, on a LT Country Band, qui est Ladies Tribute Country Band, le groupe à Caroline Pocket-Dastou, avec des membres des cousins, comme Michael Charret de Matane. Eux autres, ils vont faire du Dolly Parton, Shania Twain, tous les grands classiques des femmes de la scène country. Ouais. Puis après ça, à 22h45, ben là, on a notre fameux hommage à Johnny Cash qu'on avait la première année. Okay. Puis les gens ont adoré. Notre présentateur officiel adore aussi cet artiste-là. Puis ça nous faisait plaisir de le faire venir. Vendredi, on s'en va à Acadie. On a Bertrand Rioux de Saint-Irène, Bartenson avec un de ses garçons. Eux autres, ils vont faire de l'acadien. Après ça, on a le grand Ert Leblanc qui ça fait 20 ans qu'il run, même plus, qui run sa base dans la musique acadienne. Après ça, on a le Black Sheep qui viennent de Moncton. Eux autres, ils font du 1755, du Caillouche, du Sauroy. Okay. Puis ça va être, ils sont pas dans le jeudi hommage, mais on peut pas passer à côté du Caillouche pendant un soir, un spectacle acadien. En plein ça. Justement, du 755 sur des classiques acadiens. Ouais. En plein ça. Le vendredi, ça va être acadien full. Ouais. Puis le samedi, ben là, on retourne dans le country traditionnel, le pop country, l'américain country. On a Stéphane Cyr qui ouvre. Après ça, on a le grand Francis de Grandpré que beaucoup de gens attendaient puis qui nous demandaient. Puis on termine avec notre classique, Les Cousins. D'habitude, ils commencent, mais là, ils vont terminer cette année. pour pouvoir veiller tard, les cousins, c'est parfait. En plein ça, puis on va avoir du service de DJing aussi vers la fin. On a aussi la troupe de danse rustique avec Tracy Saint-Amand qui vont venir faire les entre-bands sur le dance floor sur la planchette de danse pour alimenter pendant les transitions. Fait que, ça va être chargé. Ça va être le fun. Est-ce qu'il va y avoir aussi des activités familiales autour? Parce que là, le jour, il faut que les festivaliers aient de quoi faire. Donc, il va y avoir des activités. Oui. Tu sais, comme d'habitude, on a des expositions d'auto, les jeux gonflables, il y a des kiosques, il va y avoir des stands à bonbons, la paysanne, la cantine va être là, les petits plaisirs glacés pour la crème molle. Il va y avoir aussi de la danse de jour. Là, présentement, on attend après une subvention pour voir qu'est-ce qu'on fait le dimanche. Puis le samedi de jour, si on le bonifie. Mais les subventions, comme cette année, ça va être au mois de juillet. Fait que là, on est comme stand-by pour ça. Puis après ça, on sort la programmation complète. OK, parfait. Puis, est-ce que vous avez déjà des idées de projets ou d'évolution pour les prochaines années? Ben, comme je te disais, hors onde, moi personnellement, j'aimerais rentrer le bluegrass et la nouvelle scène que je pourrais dire country des 18-34 ans qui serait bien à mettre en valeur. Comme on voit en ce moment des artistes qui explosent comme Alice Bro, La Patente, Québec Redneck Bluegrass Project. Ça serait bien d'incorporer ce genre de country-là qui est la base du country, c'est tout là que ça a starté. Ça serait bien de l'incorporer dans les prochaines années aussi. Ou comme Petit Gros Bison. On a parlé aussi. En plein ça. Qui va être à la Saint-Jean, à Côte-Abscal. Vu que ça ne rentre pas en conflit. Je le nomme, vu que ça ne rentre pas en conflit avec votre festival. Mais moi, ça, il va être à Côte-Abscal le 24 juin. Donc, à aller voir. C'est vraiment old school, on va dire. Excusez-moi l'expression. Là. Il y a comme du vieux... La vieille école. La vieille école québécoise, là, de rigodon limite, là, par bout, là, mais c'est super bon. Donc, si on va acheter aussi des billets, avoir plus d'informations, on va où, on fait quoi? Vous pouvez aller dans le fond, toute notre vente en ligne, si vous voulez pas vous casser la tête, allez sur Facebook, marquez Festival Frolic Val-Brillant. Vous allez tomber sur notre page. Il va avoir il y a des liens. Le lien il est répété un peu partout dans la page Facebook. C'est un lien Zephy. Vous pouvez acheter directement en ligne votre billet, que ce soit un régulier à 65 $ ou un VIP à 100 $. Sinon, si vous voulez l'avoir en physique, il y a le dépanneur chez Laurie à Amqui. À la fin de la ville avant de s'en aller vers la Côte-Saumon. Ensuite, à Val-Brillant, vous avez l'Ultramar et le bureau municipal. Puis à Sébec, vous avez le dépanneur Berger. Super. Fait comme ça, on s'achète nos billets puis on va voir ça. Puis on s'en vient. Ouais. Yes. Merci beaucoup. Merci à toi.
Avec la saison des festivals et des événements qui s'amorcent un peu partout dans la région, la gestion des matières résiduelles devient un enjeu important pour les organisateurs comme pour les participants. Cet été, des îlots de tri seront disponibles afin de faciliter le compostage, le recyclage et la récupération lors des rassemblements publics. Une initiative de la Régie intermunicipale des traitements des matières résiduelles de la Matapédia et de la Métis qui souhaite encourager les meilleures habitudes, même en contexte festif. Nous en avons discuté avec Caroline Beauchamp. Caroline, Alicia, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. C'est le temps des festivals, des grosses activités d'été qui s'en viennent. Et on ne pense pas à ça, mais il y a des déchets qui sont générés beaucoup sur ces sites-là. Et vous avez quelque chose à proposer justement à ces activités-là? Ben oui, parce que souvent, dans les événements, on dirait que les gens oublient leur habitude de tri. Puis c'est quelque chose qui se voit un peu partout. Comme tu disais, il y a plein de déchets qui sont générés. Fait qu'en fait, à la régie, on a fait un îlot de tri là, qu'on va promener partout à travers la Matapédia et on en a un pour la Métis. Fait que ça ressemble à ça ici. Donc, on a comme 4 îlots. Fait qu'on a les déchets, la récupération, la consigne et le compost. On a fait faire des affiches là, qu'on essayait de mettre des déchets qu'on retrouve principalement dans les festivals pour aider les gens à trier sur place. Puis donc ça, c'est un prêt gratuit. Là. Fait que les gens ont juste comme à remplir notre formulaire ou nous le demander, on va l'envoyer. Puis ils viennent le chercher ici à l'écosite d'Amqui puis le reporter propre. Puis on prête aussi toutes les bacs qui viennent avec. S'ils veulent, ils peuvent demander justement notre brigade verte qui peut se déplacer sur le terrain pour aider les gens à trier, à sensibiliser, venir un petit kiosque, faire des animations. Là, fait qu'on essaye vraiment d'avoir quelque chose de complet. Puis on a aussi fait un guide. Là, fait que si les gens veulent aller plus loin, bien, ils peuvent aussi consulter le guide pour faire plus que juste trier les déchets, mais comme vraiment réduire à la source aussi là, toute la production. Parce que j'imagine dans les événements comme ça, il y a le tri à la base, ça ne doit pas être beaucoup fait, disons. Non, puis tu sais, souvent les gens pensent juste on va mettre une poubelle, puis ça va être ça, on va tout mettre à la même place. Mais tu sais, juste là, on a été au festival de Val-Brillant, puis eux autres, il n'y en avait même pas de poubelle. Fait que tu sais, quand que les restaurateurs puis que les gens se disent OK, tout ce qu'on donne, c'est compostable ou recyclable, c'est possible de faire un événement sans déchets puis de ne pas en mettre. Là. Fait que tu sais, quand nos emballages sont en carton, bien finalement, on a juste besoin de mettre un bac à compost, puis même s'il est graisseux, plein de poutine, ça va être bien trié, là. Fait qu'on essaye de faciliter le tout, là. Puis pour les événements un peu plus grands, est-ce qu'il peut y avoir plus qu'un îlot ou il y en a juste un disponible? Pour l'instant, on en a juste un, étant donné que c'est notre première année, on commence petit, on voit un peu c'est quoi la demande, puis on va améliorer. Il y a tout le temps des choses à améliorer. Fait qu'on commence plus petit, puis après ça, si on voit que ça pogne bien, que les gens sont enthousiastes, bien là, on va peut-être aller à plus grand, là. Est-ce qu'il y a déjà des événements dans la Matapédia qui sont confirmés où il y aura les îlots de tri? Oui, bien, on a parlé avec Fort Cozap, qui va être plus tard au mois de juillet. Puis là, on parlait des 100 ans qui sont à Saint-Vianney, Saint-Tarcisius, qu'on va regarder un peu plus. Il y a la ville d'Amqui qui vient juste de l'emprunter pour l'expo agricole. Fait que, tu sais, on n'a pas besoin de le demander beaucoup d'avance, là. Fait qu'il faut juste, quand on demande, on vérifie s'il est disponible, puis il n'y a pas de problème, là. Et si on va en faire la demande, on écrit où, on fait quoi? En fait, on a une section sur notre site web pour les événements, donc au www.ecoregie.ca. Puis sinon, ils peuvent nous écrire un courriel s'ils veulent plus d'informations, faire leur demande à info@ecoregie.ca ou évidemment nous appeler au 1-800-631-2924. Et là, on a aussi cet été la Brigade verte qui va se promener sur le territoire. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Ben oui, c'est ça. Il va y avoir 3 personnes qui vont se promener sur tout le territoire de la Métis puis de la Matapédia pour aider les gens à bien trier. C'est une mission à long terme, là. Donc, en fait, ils vont mettre des autocollants sur les bacs de compost puis de récupération pour aider les gens à trier. Fait que ça va être des petits aides-mémoires. Puis, en même temps, ils vont faire des petites vérifications dans les bacs. Fait que là, je tiens à dire, c'est pas un avis d'infraction, c'est pas un constat. C'est vraiment juste pour aider les gens à trier. Puis des fois, en ayant des conseils personnalisés, comme par exemple, on a vu un cintre dans votre récupération, le cintre va dans la poubelle. Fait qu'en ciblant un peu plus les interventions, ça peut aider les gens. Puis, tu sais, on va pas garder le nom, adresse, il a fait telle erreur, là. Fait que, tu sais, à la fin, on va juste dire, en gros, on a visité tant de bacs. C'est ça, les contaminants comme généraux. Fait que même nous, ça va nous aider aussi à aider plus tard les gens à mieux cibler nos interventions sur qu'est-ce qui contamine puis c'est quoi que les erreurs plus fréquentes que les gens y font, là.
Puis possiblement qu'on va les voir justement près des îlots de tri sur les événements, idéalement. Oui, évidemment, là, on va les voir pendant les événements. Donc, encore là, c'est les municipalités qui font les demandes. Là, puis là, on a tout amélioré notre kiosque. Là. Il est beau à voir, là, ça vaut la peine. Puis ils vont aussi se promener dans les camps de jour. Là. Fait que faire des animations pour les jeunes, là, on essaie de comme tout arranger une cédule pour que ça fitte. Là. Ça, c'est bien populaire aussi. Là, comment, quand on part des plus jeunes aussi, leur cerveau, c'est des éponges. Là. Fait qu'on essaye d'y aller plus jeune dans l'éducation. Là. Merci beaucoup, Caroline. Merci. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Comme l'émission Info.tvc va prendre relâche cet été, j'ai décidé de vous proposer un agenda culturel pour l'été. Donc, on va inclure les festivals et aussi les activités qui auront lieu cet été. Peut-être qu'il en manque, donc je vous suggère quand même fortement de chercher, si vous cherchez des activités, et de rester à l'affût. Mais on va faire le tour quand même de tout ce qui va être proposé cet été. Donc, tout d'abord, à Sébec, le Festival d'humour et chansons sera de retour le 19 et 20 juin au Centre sportif David Pelletier. Les soirées commenceront avec l'humour et se termineront en musique. Le 19 juin, les humoristes de la relève JF Otis et Sam Arsenault monteront sur scène, suivis du groupe Country Folk Passé Recomposé avec Alexandrine Marcoux, Lynn Croft et Éric Labbé. Le 20 juin, ce sera au tour de Sylvain Larocque de présenter un nouveau spectacle en rodage, suivi du duo Frères d'Armes, formé de Rudy Kaya et de Vilain Pingouin, et Jeff Dubé de Noir Silence. Le 26 au 28 juin, les amateurs de plein air auront rendez-vous à Valbriand pour l'Ultra Trail Siam. L'événement propose différentes distances allant de parcours plus accessibles jusqu'aux longues distances de 50 et 100 km au cœur des paysages de la Matapédia. Une occasion pour les coureurs et les spectateurs de vivre un grand rassemblement sportif en pleine nature. Le 27 juin, l'humoriste Maxime Gervais sera de passage à la microbrasserie La Captive d'Amqui avec son spectacle C'était magnifique. Le spectacle est prévu à 20h avec ouverture des portes à 19h et s'adresse à un public de 18 ans et plus. Le 28 juin, le site patrimonial de pêche Matamaja à Cozaspcal inaugurera son exposition temporaire intercoloniale Railway, 150e anniversaire d'une merveille technique et d'un rêve humain. L'exposition sera présentée dans l'espace bistrot du musée et mettra en valeur l'histoire du chemin de fer intercolonial, une infrastructure qui a marqué le développement de plusieurs communautés, dont la Matapédia. Du 2 au 4 juillet, Lac-au-Saumon vibrera au son de la fête des guitares. Le jeudi 2 juillet, la soirée mettra en vedette Sale Barbe à 20h, Qui m'a recru à 22h, puis un DJ à minuit. Le vendredi 3 juillet, la programmation débutera avec CCR à 18h30, suivi de Marie-Mé à 20h, des Pornflakes en formule spéciale rock à 22h, puis d'un DJ à minuit. Le samedi 4 juillet, le LT Country Band montera sur scène à 20h, suivi d'Irvin Blais à 22h et d'un DJ à minuit. L'événement se déroule au parc du Centenaire. Du 9 au 11 juillet, l'humour sera à l'honneur à Amqui avec le festival à Amqui. Le jeudi 9 juillet, la tournée des finissants et finissantes de l'École nationale de l'humour sera présentée à la microbrasserie La Captive. Le vendredi 10 juillet, au Club des 50 ans et plus, Marc-Antoine Lévesque animera une soirée avec Laurie Théroux, Mathieu Bougie et Charles-Antoine Desgranges. Le samedi 11 juillet, toujours au Club des 50 ans et plus, il animera une autre soirée avec Olivier Picard, Jade Gagné-Lavoie et Anthony Rémillard. Le 16 juillet, le Matamaja proposera son souper bénéfice annuel au musée. Le repas 4 services sera présenté en collaboration avec la fille du pêcheur. La soirée se poursuivra à 20h sur la terrasse avec un concert gratuit du groupe local Les Tapageurs. Du 23 au 26 juillet, Cozaspcal accueillera la 27e édition de Fort Cozap au parc de la Pointe. Inspiré de l'univers de Fort Boyard, l'événement transforme Cozaspcal en immense terrain de jeu avec des équipes qui doivent relever différentes épreuves. En soirée, plusieurs spectacles sont prévus sous le chapiteau. Le jeudi, on retrouvera Air Nation et Alcoolica. Le vendredi, Phil Lauzon et Francis de Grandpré seront de la partie.
Le samedi, ce sera au tour de Classe moyenne et Alter Ego. Le dimanche, lendemain de veille, viendra conclure la programmation musicale. Du 26 juillet au 2 août, Saint-Vianney célébrera son 100e anniversaire. La programmation complète est à surveiller auprès de l'organisation, mais on sait déjà que les activités comprendront des spectacles en soirée, des compétitions, les activités théâtrales et des rassemblements autour de l'histoire de la municipalité. Le 1er août à 22h, le groupe Noir Silence sera notamment en spectacle sous le chapiteau. Le 8 août, les amateurs de musique lourde auront rendez-vous au parc Pierre et Maurice Gagné pour Metal Agora. L'édition 2026 présentera Saint Vice, Paradise, Blackguard, Troll War, Last Dance Among Wolves, Noor, Le Baron, Drowning in Blood, Mechanics, hommage à Megadeth, ainsi que Beer Dance, hommage à System of a Down. Du 13 au 16 août, Saint-Tarcisius soulignera à son tour son 100e anniversaire. Plusieurs activités sont prévues, dont jeux gonflables, feux d'artifice, chasse au trésor pour les enfants, un concours de tartes, une exposition d'artisans, une course de boîtes à savon et une parade du 100e. Côté spectacle, Manuel Castillo et la grand-messe hommage aux Cowboys fringants seront présentés le 14 août. Le 15 août, l'humoriste J.F. Otis et le groupe Alter Ego Experience seront de la programmation. Les soirées se termineront avec DJ Pop. Le 22 août, le site patrimonial de pêche Matamaja accueillera une exposition de voitures anciennes de 9h à 16h dans une ambiance familiale. L'activité mettra en valeur des véhicules d'époque, notamment des voitures associées aux grandes années des camps de pêche, et la visite du musée sera gratuite pour l'occasion. Le 27 août, La Captive recevra une soirée métal avec un Abstract Illusion, The Anchoret, Omnivide et Void Chaser. Il s'agira de la première performance nord-américaine du groupe suédois An Abstract Illusion dans le cadre de leur tournée de Sleeping Cities Tour. Le 30 août, retour au Matamaja avec une conférence de Pierre Lahoud sur l'histoire des camps de pêche du Québec. L'activité aura lieu à 13h au bistrot Matamaja et permettra d'en apprendre davantage sur ces lieux qui occupent une place importante dans le patrimoine québécois. Finalement, juste avant la fête du travail, Val-Briand accueillera le Festival Frolic du 3 au 6 septembre. La programmation musicale annoncée se concentre surtout autour des soirées du 3 au 5 septembre. Le jeudi 3 septembre sera consacré aux hommages country avec The Babysitters and the Drunk Uncle, le LT Country Band et Tendance Alcoolique. Le vendredi 4 septembre aura des couleurs acadiennes avec Bart Henson, Hurt Leblanc et The Black Sheep. Le samedi 5 septembre, la grande soirée country mettra en vedette Stéphane Cyr, Francis de Grandpré et Les Cousins. Les activités de jour et la programmation du dimanche doivent être dévoilées plus tard. Bref, l'été s'annonce bien rempli dans la Matapédia avec de l'humour, de la musique, du sport, du patrimoine et des activités familiales. Plusieurs grands rassemblements dans nos municipalités. Les gens sont invités à vérifier les détails auprès des organisations ou de leur municipalité avant de se déplacer puisque certaines activités peuvent être modifiées ou précisées au cours des prochaines semaines. Donc, je vous souhaite un bel été. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez apprécié cette saison d'Info.tvc à mes côtés. Donc, surveillez quand même nos ondes car cet été, nous aurons des étudiants qui vous feront du contenu. On n'a pas de date précise et de plage horaire précise. Donc, surveillez ça de près. Pour ma part, on se revoit au plus tard le 18 septembre, mais peut-être un peu avant parce que comme vous le savez, on tombe en élection provinciale cet automne. Donc, on veut vous tenir informé du déroulement, de vous présenter aussi les candidats. Il y aura peut-être même un débat électoral qui sait, on essaie vraiment, on envoie des perches partout pour pouvoir vous offrir un bon débat électoral comme on les aime. Donc, n'oubliez pas aussi que ce dimanche, il y aura le dernier bingo de la saison avec 2700 $ en prix pour la fête des pères. Donc, il y aura aussi quelques petits changements pour le bingo à partir de l'automne, donc au retour là, en septembre. Et donc, pour vous en parler, il y aura aussi même des changements dans les prix un petit peu. Notre directeur Francis va être présent donc ce dimanche à 12h30 pour vous parler un peu de ces changements qui auront lieu. Bref, donc aussi, suite au petit tremblement de terre qu'il y a eu jeudi dernier, je ne sais pas si vous l'avez senti, il y avait une petite secousse. Donc, il y a quelques secteurs qui sont privés de téléphone fixe. Donc, je crois que c'est avec TELUS. Donc, si jamais c'est votre cas, vous désirez jouer au bingo, mais que vous n'avez plus de téléphone, assurez-vous d'avoir quelqu'un
quelqu'un qui vous accompagne qui a un cellulaire ou avoir accès à un cellulaire. Donc, pour pouvoir nous appeler puis réclamer votre prix, ça sera un peu plate de jouer, de ne pas pouvoir gagner parce qu'on n'a pas de téléphone. Donc, juste rester très alerte avec ça. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et une bonne fête des pères à tous les papas qui nous écoutent et je vous souhaite aussi un bon été.